auprès de vous, c'est pas des propos scientifiques, universitaires, savants, c'est des propos par rapport aux enfants qui nous sont confiés, puisque vous êtes tous ici concernés, vous vous destinez, ou vous êtes déjà dedans, à prendre en main des jeunes élèves, et les questions ne manquent pas, tant de leur part que de la nôtre, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on fait pour essayer de les accompagner au mieux dans le contexte qui est le nôtre? Alors, effectivement, on va parler du traitement médiatique, mais je vais en parler dans un deuxième temps, parce que la France est en guerre, c'est le titre de l'intervention d'aujourd'hui, et c'est des propos qu'on entend beaucoup. Et les enfants sont sensibles à ce genre de mots, c'est fort pour eux, la guerre. Autrement dit, ils nous posent des questions. Hein, ça veut dire quoi la guerre? Moi, c'est ma fille qui me disait ça il n'y a pas tellement longtemps. Ils vont rentrer chez nous, les messieurs qui sont méchants, etc. C'est quoi cette histoire de guerre? Tu vas partir, toi papa? Non, toi t'es trop vieux pour partir à la guerre. Bon, bref. Donc on a des enfants, plus ou moins jeunes, plus ou moins en réflexion, qui nous posent des questions autour de ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en guerre déjà? Est-ce que la situation actuelle est une situation de guerre? Alors, on a des éléments qui nous rajoutent du bruit autour de ça. Le président de la République lui-même, devant le Congrès, a déclaré « La France est en guerre contre le terrorisme ». Ça veut dire quoi, être en guerre contre un phénomène? La guerre, c'est face à un État, c'est face à une organisation. Il y a un début et il y a une fin à une guerre, une entrée de guerre, une sortie de guerre. Les historiens les étudient beaucoup, notamment autour des deux conflits mondiaux et des conflits de la décolonisation. Est-ce que nous sommes dans une situation de guerre? Alors d'autres éléments qui participent à troubler un petit peu, c'est qu'on a des soldats sur le terrain. On a des personnes, l'armée française est engagée dans un conflit d'opération. Les élèves ne le savent peut-être pas forcément. Oui, il y a des Français en ce moment qui risquent leur vie en Syrie et en Irak. Vous avez certainement entendu parler de l'opération Chamal qui a été lancée en septembre 2014. Donc ça n'est pas depuis les attentats qu'il y a des Français qui sont en train de bombarder la Syrie, mais c'est depuis le mois de septembre 2014. Autrement dit, ça fait déjà plus d'un an, voire presque un an et demi. La carte que je vous propose ici est une carte du ministère de l'Éducation, du ministère de la Défense nationale, rien à voir. Donc vous pouvez la trouver sur défense.gouv.fr à tout moment. Elle nous précise qu'en ce moment, elle est actualisée, elle est de novembre 2015, vous voyez. En ce moment, il y a 3500 militaires français qui sont requis et qui sont en opération sur ce théâtre d'opération. Pour autant, il n'y a pas eu de déclaration de guerre à ces États. On appelle ça des opérations extérieures. Donc l'armée française est mobilisée sans qu'on soit en guerre contre la Syrie ou contre l'Irak. Deux points de vue. Un d'abord sur le langage cartographique. Cette carte nous laisse à entendre que les Français sont mobilisés contre deux États clairement identifiés. Daesh, l'État islamique, ça n'est pas des frontières clairement identifiées. C'est un ensemble, c'est des zones, des poches. Il n'y a pas de continuité dans la présence de Daesh sur ces territoires-là. Autrement dit, c'est pas un ennemi dont on sait où il se trouve réellement, en temps réel. Alors il y a des bases, il y a des lieux, il y a des centres d'entraînement, il y a des lieux logistiques, notamment des lieux d'extraction de pétrole qu'on arrive à identifier, et c'est là-dessus qu'on envoie les bombes. Mais sur la présence effective des moudjahidines en nombre à tel endroit, ce sont des supputations. Si vous rajoutez l'Irak plus la Syrie, vous êtes bien au-delà de la surface de la France. Sur la carte que je vous fais voir ici, les implantations de Daesh sont celles qui sont en grise. Autrement dit, ce sont des lieux, des réseaux. Les géographes disent des rhizomes. Ce sont des implantations mouvantes et qui ne sont pas en continuité. Rien à voir avec des frontières étatiques. Donc on n'est pas face à un ennemi clairement identifié qui est à la place d'une structure gouvernementale. On est face à un groupe qui n'a pas d'ailleurs un leader qui aurait déclaré la guerre à la France, mais qui est à la tête d'un ensemble de réseaux mouvants qui prennent des initiatives, dont les attentats de Paris ont été la dernière incarnation. La France n'est pas en opération extérieure qu'en Irak et en Syrie. La France est en opération extérieure dans beaucoup d'endroits, notamment dans la partie sahélo-saharienne, c'est-à-dire en gros des États à cheval sur le Mali, le Tchad, le Niger, où nous avons là aussi la présence de 3500 militaires, autrement dit plus qu'en Syrie et en Irak, qui sont eux aussi en lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Il n'y a pas eu là non plus de déclaration de guerre. Il y a eu un appel de 5 États avec lesquels il y a des collaborations historiques entre la France et ces États-là. J'en ai cité 3 tout à l'heure, on peut rajouter le Burkina et la Mauritanie. Et donc on a des soldats français qui sont en place là-bas. C'est une des clés de compréhension de l'attentat qui a eu lieu à Bamako la semaine passée. Il faut parfois aussi penser à se décentrer de notre réalité métropolitaine. Donc alors, il n'y a pas de guerre, et pour autant il y a des opérations extérieures. Déjà peut-être avec les élèves, il faut clarifier ça. Pour autant, oui, il y a une mobilisation de la France
du gouvernement français, à commencer par le ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a une menace réelle qui est celle de la menace terroriste. Donc on pourra peut-être davantage parler de mobilisation, de lutte contre le terrorisme, parce que le terrorisme n'est pas un acteur, c'est un phénomène, ce n'est pas un acteur, plutôt que de guerre contre le terrorisme. C'est une appellation complètement impropre et les géographes la réfutent. La mobilisation à l'intérieur de notre État, outre nos opérations extérieures, elle est effective. On parle d'état d'urgence, on parle d'augmentation des forces de sécurité. On a annoncé il y a très peu de temps que les forces de police allaient voir leur nombre augmenter, après qu'elles les aient vues décroître depuis 5 ans, mais ça c'est autre chose. Et on parle enfin d'une mobilisation de tout un chacun pour être dans une posture de lutte contre la radicalisation. Et là, c'est quelque chose qui va vous concerner, vous, en tant que citoyen, certes, mais aussi en tant qu'adulte référent, qui êtes face à des enfants qui peuvent tenir des propos très particuliers et qui sont parfois désarmants. Donc j'aimerais qu'on en parle, mais avant ça, je vais me permettre une toute petite parenthèse, si vous voulez bien, en vous citant les apports de deux penseurs, Farhad Khosrokhavar, mais attendez, je vais mettre, voilà, vous aurez ici l'orthographe précise de son nom, ainsi que Madame Donia Bouzar, que vous connaissez peut-être, qui est anthropologue et qui est à la tête du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, qui a été créé l'année dernière, avant les attentats de Charlie, pour essayer d'accompagner les familles dont certains membres tombent dans, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, des comportements liés à une radicalisation qui peut s'incarner jusqu'au voyage en Syrie ou sur d'autres théâtres d'opération. Voilà. Alors, que nous disent ces deux personnes-là? Des choses tout à fait intéressantes. Vous allez sur le site de Sciences Humaines, vous trouverez cet article-là, mis à jour le 20 novembre 2015. Qui sont les djihadistes français? Je vous rappelle que la plupart des attentats qui ont eu lieu sur notre sol depuis 1995, c'est-à-dire les attentats du RERB, jusqu'à ceux d'il y a quelques jours, quelques semaines, ont été commis par des Français. Autrement dit, par des gens de l'intérieur. Ce qui peut poser une question quand on entend que François Hollande, dès le soir des attentats contre le Bataclan, etc., dit qu'il va fermer les frontières. C'est-à-dire, la menace est de l'extérieur ou pas? Donc la plupart de ces auteurs-là, à 90%, sont français. Khaled Kelkal est français, enfin était français. Mera était français. Koulibaly était français. Donc ces gens-là qui sont des gens qui ont été convaincus par des thèses extrémistes, ce sont des gens qui ont été élevés dans l'éducation nationale française, qui ont connu pour la plupart d'entre eux la vie dans les banlieues françaises, qui sont passés à travers les mailles du filet de la justice française pendant longtemps, avant tous ou presque de faire un séjour en prison. Donc ce sont des Français, ce sont des gens que vous êtes amenés peut-être à croiser, dans vos classes éventuellement, ou parmi les gens qui vous entourent. Alors, on peut distinguer deux profils pour les djihadistes français, et j'aimerais attirer beaucoup votre attention là-dessus. Il y aurait eu une première famille, mais les deux s'interpénètrent en fait, de ces djihadistes français, qui sont des gens qui, pour l'essentiel d'entre eux, et les 4 exemples que je vous ai donnés font partie de ce moule-là, sont des gens qui appartiennent à, comment est-ce qu'on pourrait dire, au vivier de recrutement des banlieues des grands centres urbains français. Voilà. Donc, vous voyez, pour les 4 exemples que je vous ai cités, le parcours, alors il y a des nuances, il y a des divergences, évidemment, mais correspond à peu près à ça. Et puis, depuis 2013, il y a une autre famille de Français sensibles aux thèses djihadistes, et pas que sensibles, puisqu'ils vont aller dans l'action même. C'est là où on parle de radicalisation. C'est-à-dire, au-delà d'une pensée, d'opinion, de point de vue, vous passez à l'acte. Et vous passez à l'acte pour des actes extrémistes qui vous coupent de vos racines premières, familiales, amicales, étatiques. C'est dans ces cas-là qu'on parle de radicalisation. Eh bien, on se rend compte que les jeunes radicalisés français d'aujourd'hui qu'on connaît, en gros les 500 qui sont en Syrie en ce moment, ou ceux qui sont fichés, dont on sait quels sont les parcours, ne correspondent pas forcément au cas typique que je vous ai cité avec les 4 exemples tout à l'heure. C'est-à-dire des personnes de banlieue, radicalisées du fait d'un parcours social qui leur est propre, mais dans lequel on retrouve une grande injustice, un basculement dans la délinquance, etc., etc. Non, au jour d'aujourd'hui, 50% des jeunes Français dits radicalisés et qui correspondent à peu près à la moitié des gens qui sont en Syrie aujourd'hui, sont des gens issus des classes moyennes.
qui ont vécu une vie tout à fait classique, je mets des guillemets, comme si d'ailleurs le fait de vivre dans des quartiers difficiles n'était pas classique, donc je m'excuse d'avance par rapport à ce terme-là, mais je veux dire, des gens dont, a priori, les médias pensent qu'ils ne poseraient pas de problème. D'ailleurs, parmi ces 50%, on a beaucoup de personnes athées, non islamisées, voire d'anciens chrétiens ou des juifs sécularisés. Il y a donc depuis 2013 une deuxième famille de djihadistes français, au sein desquels la reconnaissance au faciès ou à l'origine géographique ne peut pas marcher. Et ces jeunes-là sont souvent, enfin ces gens-là d'ailleurs sont souvent très jeunes. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir dans vos classes des gens comme ça. D'ailleurs, moi je pense foncièrement que contrairement à ce qu'on a entendu à la suite de Charlie Hebdo, le fait que des jeunes de notre société se radicalisent, ça n'est pas lié au fait qu'il faut qu'on leur fasse 2 fois plus d'éducation civique. Ce sont des parcours de vie. Ça questionne notre société, ça ne questionne pas que notre éducation. Ceci étant dit, vous allez avoir face à vous des enfants qui peuvent relayer des propos djihadistes. Ou alors, au-delà de cela, qui peuvent être sensibles à des thèses complotistes. C'est-à-dire ces thèses selon lesquelles, vous savez, la vérité est ailleurs. Ce qu'on nous raconte est faux. Je vais vous donner 2 ou 3 petits exemples. Si vous allez sur un site de recherche, prenons Google que vous connaissez tous, vous faites une requête « Attentat Paris » et vous tapez la lettre C après « Attentat Paris ». La lettre C liée à « Attentat Paris », elle peut vouloir dire beaucoup de choses. « Attentat Paris, Charlie Hebdo »,« Attentat Paris, Kacher »,« Attentat Paris, Koulibaly », Attentat Paris avec un C, la première des choses que vous voyez apparaître, c'est Attentat Paris, complot. Et les jeunes que vous avez ne sont pas des jeunes qui, contrairement aux générations précédentes dont je faisais partie, sont des jeunes qui ont des moyens uniques de s'informer. Je m'explique. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, les jeunes gens qui venaient à l'école n'avaient qu'une source d'information en dehors de celle que l'éducation nationale leur donnait ou que papa et maman pouvaient leur donner s'ils avaient les moyens de leur donner. C'était les médias traditionnels qui étaient la télévision, voire la presse papier. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant veut se renseigner, il ouvre son ordinateur, sa tablette, son smartphone, et il tape des mots-clés. Et moi, j'ai eu, lorsque j'étais en classe, des élèves qui venaient me poser des questions très pertinentes sur des choses auxquelles je ne pouvais pas leur répondre. À l'époque, c'était lié aux attentats du 11 septembre. Monsieur, comment ça se fait cette histoire? Les tours, elles se sont écroulées dans un timing très bizarre. Regardez, tel architecte nous explique qu'elles ne peuvent pas s'être écroulées comme ça. C'est donc bien qu'on avait préparé quelque chose. Ça doit être la CIA qui est derrière. Moi, j'ai pas fait une thèse en architecture, j'avais aucun contre-argument à donner à ça. Et donc, j'avais des enfants qui venaient voir en me disant, de manière argumentée, de manière réfléchie, cette histoire des 2 tours, c'est un complot. Ça peut pas marcher autrement. Eh bien, on se rend compte que cette logique-là, elle n'était pas liée à ces attentats-là, c'est une logique de fond. Les enfants qui nous sont confiés sont des enfants qui baignent dans un contexte informationnel très fort, très dense, de qualité. Oui, parce qu'on a gratuitement, en un clic, une masse d'informations gigantesque. Simplement, il y a énormément de choses qui leur sont proposées. Et quand on est un adolescent, qu'on est en construction, qu'on commence à comprendre que le monde est complexe, et qu'en plus, et là j'attire votre attention, on a parfois aussi des enseignants qui peuvent avoir la posture suivante. La vérité est plus complexe que ça. C'est moi qui vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire, quand on les habitue au fait que la réalité officielle est qu'un écran de fumée, ils peuvent prendre aussi l'habitude d'aller chercher ailleurs des informations. Et en cherchant ce que l'on veut trouver, on le trouve très très vite sur Internet. Dès le lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, les thèses complotistes ont fleuri sur le net. C'était Israël qui était derrière tout ça, enfin, il y a des choses extraordinaires. Dès le lendemain des attentats contre le Bataclan, les thèses complotistes ont fleuri à nouveau sur le net. Moi, je vous engage à aller voir un site qui est assez intéressant, qui est le site Conspiracy Watch, un site gratuit. Alors, c'est pas un site officiel, c'est pas un site made in éducation nationale, c'est un site associatif, mais qui tracte toutes les traces du complot.
L'inspecteur général d'histoire-géographie, M. Jérôme Grondeux, l'a cité dernièrement dans un colloque. Alors, voilà ce qu'on pouvait lire sur le web, je crois que c'était 2 jours après les attentats donc, de Paris, l'année dernière, où le frère de la personne traquée, je me souviens plus de son prénom, excusez-moi, mais donc de Abdeslam, disait que son frère, en fait, avait été manipulé. Autrement dit, c'est pas sa faute, il doit avoir une autorité supérieure qui s'est servi de lui comme si c'était une marionnette. Beaucoup d'élèves sont sensibles à ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a dans nos classes des élèves qui sont peut-être pas des djihadistes, hein, vous avez compris, j'ai fait un raccourci, mais qui peuvent nous apporter en vrac des arguments comme ça? Eh bien, nous, en tant qu'adultes référents, la première des choses à faire, c'est de leur apporter des contre-feux, de leur expliquer que ceci est un complot. Simplement, on ne le sait peut-être pas, donc ça nécessite qu'on se renseigne, qu'on se documente, qu'on ose dire à l'enfant « j'ai aucune réponse à t'apporter aujourd'hui, mais on va en reparler dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je vais me renseigner sur cette source d'information. » Il est important aussi que l'enfant, qu'on soit professeur d'histoire-géographie, de lettres, de sciences, de n'importe quelle discipline, voit que les vérités qu'on lui amène en cours ne sont pas des vérités transcendantes, mais qu'elles ont une origine, qu'elles ont une traçabilité, qu'on se réfère à quelqu'un, qu'on se réfère à une autorité, et qu'on est prêt, si l'élève le veut, à discuter la validité de cette autorité. À partir de ce moment-là, les élèves prendront l'habitude de réaliser que une information, un point de vue et une interprétation ne sont pas de même nature. Or, le problème des sites complotistes, c'est qu'ils nous font penser qu'un point de vue est une information. Alors certes, on peut réagir de manière très ponctuelle, comme ça, en essayant de trouver le contre-argument. C'est difficile, mais si on passe un petit peu de temps, on y arrive. L'autre posture qui doit être la nôtre, c'est celle de penser enfin une vraie éducation aux médias et à l'information dans nos enseignements. Et là, je vais essayer d'être très rapide, parce que je sais que Frédéric a plein de choses à vous dire. Je ne sais pas vers quel horizon professionnel vous vous destinez. Mais si vous êtes des futurs enseignants au collège, vous n'êtes pas sans savoir que le collège change beaucoup. Qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les nouveaux programmes vont être édités, peut-être même sont-ils parus. Qu'un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture a été mis en place pour la rentrée prochaine, comme les nouveaux programmes. Qu'au sein de ces documents-là, le socle, les programmes, il y a une place nouvelle faite à l'éducation aux médias et à l'information, qui doit être un acte quotidien de toutes les disciplines, mais qui doit aussi trouver son incarnation dans des moments clairement identifiés. Je vais en citer 1 ou 2, puis j'irai pas plus loin. Les EPI, par exemple, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Peut-être, hein, il y en a qui opinent du chef, peut-être pas. L'enseignement moral et civique. Nouvel enseignement qui, lui, pour le coup, est mis en place depuis cette rentrée déjà, en anticipation. Donc ça, ce sont des lieux clairement identifiés au sein desquels on peut produire un discours. Mais on peut aussi accompagner les élèves autour de projets, je pense notamment à la semaine de la presse et des médias, autour de projets d'établissement, autour de sorties sur site, autour du fait de faire venir des partenaires extérieurs dans la classe. Voilà, donc si vous le désirez tout à l'heure, peut-être, je prendrai le temps pour aller un petit peu plus loin là-dedans, mais je veux que tu aies aussi le temps de pouvoir nous apporter ce que tu avais à nous dire, Frédéric, avant de nous quitter. Voilà, merci.